Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Écologie. Écologie, vie, nature et entrepreneuriat. Alors, j'essaye de développer depuis quelques semaines cette émission et j'ai pu faire des belles rencontres et je continue à en faire et on en fera d'autres avec vous, bien sûr. Mais là, j'ai l'opportunité de faire intervenir une personnalité du monde de la sismologie et du climat je pense que tout le monde connaît un peu, mais enfin je préfère le représenter un peu. C'est Reynald Duberger, qui a été pendant 30 ans professeur titulaire retraité de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, et qui a accepté pendant quelques temps de faire une chronique sur le programme politique, jusqu'aux élections en tout cas, parce que c'est important que les partis politiques puissent nous présenter des programmes réalistes et qui sont ancrés dans la réalité climatique et non pas dans une sorte d'idéologie qui peut être plus néfaste par les solutions qu'ils proposent aux problèmes qu'on rencontre, parce qu'il y a des vrais problèmes. Bon. Alors, bonjour Reynald. Bonjour Éric. Bonjour, on est très honoré de te recevoir dans notre émission. Donc, émission Écologie, vie, nature, entrepreneuriat. Alors, j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour présenter parce que c'est important de rappeler ton historique et c'est vrai que c'est important. Alors, il semble que c'est suite au tremblement de terre du Saguenay, le 25 novembre 1988, que là, tu as été très, très reconnu par les presses et médiatiques et tu es devenu une personnalité incontournable du monde du climat. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là et comment tu as pu présenter ton expertise et être utile pour les secours, enfin tout ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon, on peut dire que c'est plutôt depuis le début de ma retraite que j'ai commencé sérieusement à m'intéresser à cette question climatique. Je suis un géophysicien, moi. C'est ma formation et spécialisé en sismologie. J'étais abonné aux revues scientifiques qui publient plus de la moitié de tous les papiers qui concernent les changements climatiques. L'American Geophysical Union, ça me coûtait une fortune. Je lisais ce qui m'intéressait en sismologie. Je n'avais pas le temps de m'intéresser à la partie atmosphère, mais c'est quand j'ai pris ma retraite que j'ai commencé à lire des articles là-dessus, puis j'ai commencé à m'interroger. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait toute une business, il y avait toute une religion éventuellement qui s'est développée autour de cette question-là et qu'il y avait des scientifiques, des politiques, des médias qui étaient impliqués, puis que chacun y trouvait son compte. Alors, moi, je suis retraité, je n'ai aucun intérêt personnel à promouvoir une opinion sur le climat. Contrairement à des chercheurs comme les gens d'Ouranos ou même à des gens de médias. Enfin bref, je pourrais dire peut-être un petit peu plus crédible qu'un scientifique qui tire ses subventions de la peur qu'il peut entretenir dans la population sur ce pseudo-problème de réchauffement climatique. Alors, tu es membre aussi du comité scientifique de l'association des climato-réalistes. Hein, il y a le www.climato-réaliste.fr. C'est ça. D'ailleurs, je vais les revoir à Paris à la fin du mois d'août. On va se réunir. Et tu es ambassadeur du Clintel. Alors, pour le Canada français, c'est ça. Alors, tu peux expliquer ce que c'est le Clintel? C'est une coalition, c'est un groupe de scientifiques de plusieurs pays. Nous avons maintenant dépassé le millier, scientifiques, ingénieurs, qui nous intéressons à la question climatique et remettons en question cette urgence climatique. Il n'y a pas d'urgence climatique et nous avons des arguments à cet effet-là et nous défions toute personne qui osent prétendre qu'il y a urgence climatique, puis si on ne fait rien, d'ici 2030 ou 2040, ce sera l'apocalypse. Alors, essentiellement, c'est ça le but de notre association. Alors, pour finir cette belle présentation, tu as aussi fait des études géophysiques au Burkina Faso, donc tu as une expérience aussi à l'international.
Tu as aussi fait beaucoup d'activités bénévoles. Par exemple, il siège aussi au conseil d'administration de la section régionale du Québec et Chaudière-Appalaches de l'Ordre des ingénieurs du Québec, ainsi que la Société d'art et d'histoire de Beauport. Donc tu as différentes passions, mais tu te consacres quand même aux enjeux de la sismographie de l'Est canadien. Par exemple, tu es responsable d'une station depuis quelques années. Alors voilà. Oui, c'est ça. J'ai un sismographe sur ma propriété qui fait partie du réseau national canadien. Alors, donc, je rappelle que l'invitation à ton intervention, c'est d'essayer d'éclairer les citoyens pour que les partis politiques puissent présenter on va dire, des programmes politiques dans l'environnement ou associés aux enjeux de l'écologie. Alors, on fait la séparation, la différence entre l'écologie, qui est une science, et l'écologisme. Et justement, c'est on va voir ce que dénonce Reynald Duberger, c'est cette dérive écologiste. Mais on a des références écologiques. Alors, on va essayer de trouver un moyen, régulièrement, chaque semaine, pour critiquer le programme et permettre, disons, peut-être d'aider à avoir des programmes plus crédibles, plus légitimes aussi, et puis qui offrent des vrais problèmes. Alors là, je rebondis en fait sur un échange que tu as pu avoir avec Gabriel Nadeau-Dubois sur Twitter, enfin Québec solidaire, qui, alors je cite, parce que j'ai pu imprimer l'échange, adapter nos villes au changement climatique n'est plus une option, c'est une nécessité. Gabriel Nadeau-Dubois. Okay. Les canicules sont de plus en plus fréquentes, longues et intenses. Il est temps de verdir les villes du Québec pour contrer les îlots de chaleur. Alors, il accentue son commentaire quelques temps plus tard. Donc, les changements climatiques, ce n'est plus une théorie. Les canicules sont de plus en plus fréquentes et intenses. C'est pire dans certains quartiers où le mercure grimpe jusqu'à 40 à cause des îlots de chaleur et rend les canicules intolérables ou dangereuses pour la santé. Bon, voilà un politique qui s'exprime sur un sujet. Alors on va voir, est-ce qu'il y connaît quelque chose ou pas. Bon. Alors Reynald, tu proposes un débat public, c'est pour ça que je t'ai proposé d'intervenir régulièrement, parce que je suis d'accord avec cette démarche, et il faut la soutenir. Donc entre vous et moi, ou entre un scientifique de votre choix et moi, sur votre affirmation. Et là, je ne sais pas si tu as le texte dans les mains, mais en tout cas, ceux qui affirment dans les médias que les événements météorologiques qui appellent extrêmes sont et deviennent de plus en plus fréquents et sévères sont des escrocs qui doivent être dénoncés et challengés publiquement. J'attends qu'on m'invite à débattre publiquement avec eux. Alors, est-ce que tu peux reprendre justement ce que tu voulais dire par là en interpellant, on va dire, Gabriel Nadeau-Dubois? Voilà. Quelqu'un qui affirme quelque chose de nature scientifique, qui affirme, comme M. Dubois a fait, les canicules qui font partie de ce qu'on appelle des événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquentes et sévères, doit pouvoir prouver son affirmation. Moi, je doute de l'affirmation de M. Gabriel Nadeau-Dubois. Je lui lance un défi de débattre avec moi, ou s'il ne se sent pas à la hauteur scientifique pour débattre avec moi de cette question-là, de ce qu'il a affirmé, je lui offre le choix de choisir un scientifique de son choix. Il peut aller à Ouranos, à l'Université Laval, même à ma propre université UQAC. Il y a des climato-alarmistes en grand nombre à l'UQAC. Et puis, de débattre publiquement, ça pourrait être sous la forme de ce que vous faites à Lux Media ou encore dans un bar de sciences, comme j'ai déjà fait. Alors, le gant est lancé à M. Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un défi que je lui lance. Je n'ai pas de réponse encore. Mais, Éric, c'est très important. Il y a des enfants qui font des cauchemars la nuit, qui ne dorment pas parce qu'on leur raconte à l'école et dans les médias que la Terre n'en a pas pour longtemps parce qu'à cause des émissions humaines des gaz à effet de serre, elle se réchauffe de façon, elle s'emballe. Et puis en 2030, si on n'a fait rien, c'est l'apocalypse. Il y a des adultes qui font des angoisses à cause de ça. Alors moi, je mets au défi ces politiques-là, dont M. Gabriel Nadeau-Dubois, de me rencontrer, de débattre avec moi, ou s'il ne se sent pas capable de nommer un scientifique pour débattre avec moi de cette question-là qui est très importante.
Alors, est-ce qu'on peut trouver un petit argument? Alors, je rappelle aux auditeurs que tu as fait plusieurs centaines de présentations dans les écoles secondaires, les cégeps, sur la science et la technologie, sur la profession d'ingénieur. Donc, tu es très habitué à aller au contact des jeunes, de cette jeune génération qui te préoccupe et qui nous préoccupe tous. Parce que moi, par exemple, j'ai 3 enfants et c'est vrai qu'on essaye de développer une démarche optimiste pour l'avenir. Mais alors, est-ce qu'on peut trouver déjà quelques arguments qui pourraient, disons, par exemple, est-ce que les îlots de chaleur, c'est une réalité ou c'est une invention? D'abord, moi, je suis un géologue, ingénieur géologue de formation, géophysicien de spécialisation. Et nous, les géoscientifiques, on sait très bien qu'au cours des époques géologiques passées, il y a eu des moments où les teneurs en CO2 de l'atmosphère de la Terre étaient beaucoup plus importantes que maintenant, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus importantes, et il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu d'effet néfaste. Et puis, quand on regarde ça d'un point de vue scientifique, il faut pas se limiter à notre petite échelle humaine. Il faut voir que la Terre a des milliards d'années. Et puis, il y a eu seulement la question du niveau des océans. Hein? Il y a eu des transgressions, des régressions marines. En fait, les changements climatiques sont largement naturels. Je ne dis pas que l'homme ne peut pas les influencer, mais l'influence de l'être humain sur le climat, elle est insignifiante comparée à des effets, à des causes comme le soleil, l'activité solaire, qu'on commence à peine à investiguer, la formation des nuages. Quel est le gaz à effet de serre le plus important? La plupart des jeunes dans les écoles vous diraient c'est le CO2. Non, ce n'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau. 95% des gaz à effet de serre, c'est de la vapeur d'eau. Quelle est l'apport des volcans dans les changements climatiques? Quel est l'apport des volcans sous-marins? On n'a même pas d'inventaire, encore moins de bilan de l'activité volcanique et hydrothermale dans le fond des océans. Les océans, c'est 70% de la surface de la Terre. Alors, quand on me dit que les canicules vont devenir de plus en plus fréquentes et sévères, je me dis, sur quelles données basez-vous cette affirmation, Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois? Sortez-moi ces données-là. Avant 1979, il n'y a aucune donnée de température valable avant 1979. Pourquoi? Parce que 70% de la surface de la Terre, c'est des mers et des océans, puis on n'a aucune donnée thermométrique valable pour les océans et pour les mers. Et même là, pour les continents, 75% des stations météorologiques américaines qu'on a utilisées avant 79 sont localisées dans des endroits non propices pour fournir des données valables, près des aéroports, par exemple. Tu parlais tout à l'heure de l'effet d'îlot de chaleur. On en a un bel exemple avec ces stations météorologiques-là. Donc, nous ne possédons aucune donnée probante, valable, de température pour nous permettre de dire que dans l'avenir, les canicules vont devenir de plus en plus fréquentes et sévères. Juste pour finir, parce qu'on reviendra la semaine prochaine sur un autre angle de ce programme, tu dis quand même que c'est très proche du programme de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Donc là, est-ce que tu dénonces quelque part aussi une dérive idéologique autour du climat et donc une façon d'essayer de faire peur aux citoyens, quoi? Et effectivement, Éric, la peur est un véhicule, un moyen, un levier extrêmement puissant pour influencer le vote de population et M. Mélenchon a compris ça. Euh, euh, Moi, il y a une femme que j'admire qui est Marie Curie. Elle a dit une chose, une parole très sage. On ne craint que ce que l'on ne comprend pas. Plus vous ferez de la science, plus vous serez rationnel, plus vous essayerez de comprendre ce qui se passe autour de vous, moins vous aurez peur et moins vous écouterez les charlatans qui veulent vous contrôler avec
des hypothèses et qui dérivent finalement en religion, en doctrine, dans lesquelles ils veulent vous embrigader, soit pour vous retirer des fonds, comme certains scientifiques malhonnêtes peuvent le faire, puis moi j'en connais, ou encore vous faire peur parce que dans un média, une bonne nouvelle, c'est pas une nouvelle, il faut que ça soit toujours l'apocalypse qui s'en vient, ou encore un politique qui veut vous tirer des sous sous forme de taxes de carbone. Alors, il faut que de plus en plus, il y ait moi, je veux qu'il y ait des débats entre des scientifiques, parce que je ne suis pas le seul. On est un millier à Clintel qui affirmons qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Et il y en a des milliers d'autres scientifiques qui affirment qu'il y a urgence climatique. Mettons-nous ensemble, débattons devant le public et la vérité va finir. La lumière, comme votre média le suggère, va surgir. Très bien. Merci beaucoup, Reynald. On reviendra donc sur un autre angle et peut-être éventuellement sur un autre programme politique la semaine prochaine. Et nous allons maintenant parler avec Pierre Desrochers, qui est un autre spécialiste des enjeux de l'environnement. Merci, Reynald, et à une prochaine fois. Au plaisir. Merci. Au revoir. Merci, Reynald. Alors, messieurs, dames, donc on va parler bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Pierre Desrochers. Alors, je vais présenter Pierre, mais peut-être que certains ne le connaissent pas ou que vous le connaissez. Mais en tout cas, c'est d'abord un professeur de l'Université de Toronto, du département de géographie, géomatique et environnement. Alors, Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer, alors la géographie, je pense que tout le monde peut savoir un peu, mais des fois, on n'a pas l'impression, on ne connaît pas très bien cette science. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la géomatique et l'environnement tel qu'on l'a défini dans l'écologie, qui est une science, disons, exacte, alors qu'on n'est pas dans l'écologisme, c'est ça là? Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé à être un géographe professionnel, mes deux blagues typiques étaient, bon, oui, je suis géographe, mais je suis assez confiant qu'on a trouvé tous les continents et on fait les meilleurs chauffeurs de taxi une fois qu'on a notre doctorat. Mais donc, le titre de mon département, en fait, illustre bien, si vous voulez, l'éventail de travaux qu'on y conduit. Bon, j'ai des collègues qui regardent les images satellites. Il y en a d'autres qui passent leur été dans l'Arctique canadien à regarder l'évolution des sols. J'ai des collègues qui modélisent les transports. J'ai des collègues qui ont documenté l'histoire de l'architecture rurale en Ontario. J'ai évidemment plusieurs collègues marxistes et activistes. Et en ce qui me concerne, je suis géographe économiste de formation. Donc, ce qui m'intéressait initialement, c'était non seulement des questions plus traditionnelles dans le domaine, que ce soit au niveau des transports ou de la localisation des industries, des centres commerciaux, ce genre de trucs-là, mais bien les milieux novateurs, donc des trucs comme la Silicon Valley, ou pourquoi, dans le fond, dans un monde où les communications sont de plus en plus instantanées, constate-t-on toujours des concentrations d'industries reliées dans certains domaines, que ce soit, bon, la City à Londres, le secteur des finances à New York, historiquement, bon, l'industrie du marketing dans certains autres domaines, la Cité des ondes à Montréal. Mais bon, enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'innovation et de voir comment un milieu urbain diversifié peut favoriser les transferts de connaissances entre les domaines, entre des domaines différents. Et afin de mener mes recherches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à une cinquantaine d'inventeurs à l'époque et j'en suis venu à m'intéresser à l'impact de la créativité humaine sur l'amélioration constante des procédés manufacturiers. Donc, comment les gens, que ce soit maintenant ou j'ai commencé à faire des recherches historiques aussi, dans l'industrie, ont toujours eu un incitatif très important à maximiser l'utilisation de leurs ressources. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent que nos ancêtres ne se souciaient pas de l'environnement et que ça a toujours été incompatible avec la recherche du profit. Donc, plus les entrepreneurs cherchaient à être profitables, plus ils avaient intérêt à rejeter de la pollution dans l'environnement. Alors que dans le fond, si vous connaissez un peu les gens créatifs dans l'industrie ou si vous étudiez un peu l'histoire du phénomène, vous constatez que non, au contraire, les gens dans le secteur privé ont toujours eu intérêt à essayer de développer de nouvelles utilisations profitables à partir de leurs déchets ou de ce qui sortait de leur cheminée, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres problématiques environnementales qui sont
aussi étudié en géographie, bon, la conservation des ressources, le développement durable des forêts, ce genre de choses-là. Et étant économiste, géographe de formation, j'ai toujours eu un intérêt aussi pour les questions de croissance urbaine, l'étalement urbain, les controverses qui entourent, bon, que ce soit le tramway à Québec ou d'autres choses. Donc, vous voyez, la beauté de la géographie, c'est que c'est bien pour des gens qui s'épivardent un peu trop dans plusieurs domaines. Mais alors justement, vous citez dans votre présentation de vos recherches Marshall Sahalin, et vous insistez sur la notion d'interdisciplinarité, ce qui est intéressant parce qu'on parle aussi d'approche éclectique dans d'autres domaines. Et vous expliquez que le processus par lequel les inconnus de son propre sujet sont multipliés par les incertitudes de certaines autres sciences. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le géographe, comme vous vous présentez, utilise plusieurs connaissances. Enfin, vous êtes quelqu'un de curieux dans différents secteurs. Oui, ben moi, en fait, ce qui m'intéressait, la raison pour laquelle je me suis retrouvé en géographie, c'est que, bon, je m'accordais plus ou moins bien avec les autres disciplines universitaires où vraiment la blague, c'est on en connaît de plus en plus sur de moins en moins. Donc, voilà, c'est moins de choses, c'est ça. Donc, tous les incitatifs du monde universitaire vous incitent à devenir un spécialiste vraiment pointu. Et personnellement, ça ne m'intéressait pas. Et la seule discipline qui m'offrait une porte de sortie, si vous voulez, c'est la géographie. Mais en même temps, ce que j'ai réussi à faire au travers de ma carrière, et j'en suis quand même relativement fier, c'est que j'ai publié dans plusieurs domaines différents. Donc, c'est bien de publier dans des revues interdisciplinaires. Et bon, comme vous le mentionnez, le cas de Saline, bon, quand on fait de la recherche interdisciplinaire, parfois, où on réinvente la roue, où il y a des trucs de base qu'on ne connaît pas, mais bon, j'ai quand même publié en économie, en ingénierie, en management, en histoire. En dehors du droit, en fait, il y a peu de domaines où je n'ai pas publié. Donc, j'ai toujours essayé de faire valider mes recherches par des gens qui ont des connaissances beaucoup plus pointues. Et encore une fois, en dehors de la géographie, il n'y a pas plusieurs disciplines universitaires qui vous donnent la chance de faire ça, parce que, règle générale, si on ne publie pas dans son domaine, on n'obtient pas vraiment de reconnaissance pour nos travaux. Mais heureusement pour moi, la géographie est encore une fois un domaine d'exception à ce niveau-là. Alors, vous parlez aussi de la géographie de l'innovation. C'est intéressant parce que là, vous y amenez une dimension sociale, mais aussi industrielle. Alors, vous parlez justement vous dites, ma principale contribution a été de documenter comment la proximité physique de diverses entreprises économiques conduit à une plus grande créativité et une croissance économique par la fertilisation croisée d'idées entre différentes industries. Parce que là, on dirait qu'il y a comme une prolongation d'une démarche universitaire, donc interdisciplinaire, mais vous trouvez un peu le même parallèle dans le domaine de l'industrie et de la société, en fait. Voilà, exactement. Et le problème, c'est qu'encore une fois, ça a toujours été un peu difficile d'étudier ces questions-là dans le monde universitaire parce que, bon, un universitaire, quand ça s'intéresse à la créativité, historiquement, ça s'intéresse soit aux scientifiques, soit aux artistes. Les ingénieurs, les techniciens, les inventeurs, ça intéressait plus ou moins bon, les gens qui s'intéressaient à la créativité dans le monde universitaire. Et quand j'ai commencé, il y a presque 3 décennies maintenant, pour révéler mon âge, il y avait relativement peu de travaux qui s'intéressaient à la créativité technique. Mais encore une fois, la créativité humaine, c'est de combiner des choses qui existent. C'est dans le fond, l'essence de la créativité humaine, c'est de résoudre des problèmes en combinant des choses qui existent déjà. Donc, si je regarde, par exemple, je ne sais pas, j'ai mon téléphone cellulaire ici, c'est évidemment une combinaison non seulement d'électronique, mais de plastique et de toutes sortes de technologies qui ont été développées à l'origine, souvent pour résoudre d'autres types de problèmes. Donc, le problème que j'essaie d'adresser, c'est que, bon, il y a la théoriste urbaine Jane Jacobs qui avait souligné cette question-là il y a une trentaine, à la fin des années 60, disant que, bon, l'essence de la créativité humaine, c'est encore une fois de combiner des choses qui viennent de différents domaines et quel milieu, dans le fond, peut vous donner le plus d'avantages à ce niveau-là. C'est vraiment une ville diversifiée parce que dans une ville, bon, vous pouvez non seulement travailler dans un domaine particulier, mais lorsque, bon, vous êtes plus ou moins intéressé par ce que vous faites, vous pouvez essayer de trouver de nouveaux débouchés pour votre savoir-faire ou pour vous trouver d'autres sources d'inspiration. Et bon, ce que j'ai essayé de faire avec ma thèse, donc, c'était de suivre une cinquantaine d'inventeurs, des gens qui sont très créatifs au niveau technique et qui, règle générale, détestaient la gestion. Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'évidemment, quelqu'un qui a ce profil-là va souvent se déplacer d'un secteur industriel à l'autre parce qu'une fois que vous avez tout fait dans une entreprise, c'est la routine, vous vous ennuyez. Donc, vous allez dans un autre domaine et vous amenez évidemment un bagage de connaissances avec vous. Donc,
Un exemple parmi plusieurs autres que je pourrais vous donner, j'ai interrogé à un moment donné des inventeurs qui venaient du domaine de l'imprimerie. Enfin, pour les auditeurs plus jeunes, il y avait une époque où on imprimait des journaux en grande quantité à Montréal. La presse notamment, c'est là que ces gens travaillaient là. Et les deux individus en question se sont ensuite retrouvés dans le domaine de la production d'asphalte. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que dans le domaine de la production d'asphalte, lorsque les travaux arrêtaient, nettoyer les cuves était un problème vraiment laborieux. Ils envoyaient des gens apparemment avec des pics et des pelles, essayer de racler les cuves où ils faisaient de l'asphalte. Ils disaient, mais c'est ridicule. Nous, dans le domaine de l'imprimerie, quand on nettoie nos cuves, on fait juste mettre de l'eau chaude et ça suffit. Et c'est une idée toute simple qui a été apportée, si vous voulez, dans le domaine de la production d'asphalte. Donc, c'est le genre de phénomène qui m'intéressait. J'en ai documenté des tonnes. Et je peux dire honnêtement que je crois que j'ai été le premier à faire ce genre de travail-là en essayant justement de comprendre la diffusion d'idées ou de solutions de problèmes entre des domaines qui sont vraiment différents. Bien secteur, Arnaud. Alors, Voilà. dans ce même domaine, vous parliez de la Silicon Valley, vous dites que vous avez étudié aussi l'impact des universités et des lieux de savoir sur le recherche-développement et en particulier l'économie locale. Alors on va revenir là-dessus sur l'économie locale, en particulier sur la nourriture, mais là aussi vous avez eu un apport assez intéressant sur les différentes stratégies de développement fondées sur la géographie justement. Oui, j'ai été en fait un des premiers avec la professeure Marianne Feldman à l'Université Johns Hopkins où j'ai passé 2 ans à essayer de tirer des leçons d'un échec. Le problème, c'est que la plupart des gens dans le domaine qui étudiaient, si vous voulez, les transferts de connaissances entre les universités et les entreprises se concentraient pour des raisons évidentes sur des cas qui avaient réussi. Mais il y en avait relativement peu. Donc, il y avait la Silicon Valley, Stanford dans la région de San Francisco, le MIT à Boston et la route 128 à l'époque, qui avait une concentration d'entreprises scientifiques. Nous, ce qu'on avait fait à l'époque, c'était d'étudier l'université Johns Hopkins à Baltimore, au Maryland, qui est une des meilleures universités aux États-Unis, quoique dans le domaine de la santé, de la pharmaceutique, ce genre de choses-là. Mais malgré des efforts importants, Hopkins, l'institution n'avait jamais vraiment réussi à faire le genre de développement local qu'on observait à Stanford ou à Boston. Donc, nous, ce qu'on avait étudié à l'époque, c'était d'essayer de comprendre, mais dans le fond, pourquoi il n'y avait pas eu le même genre de développement. Et ce qu'on avait constaté, sans grande surprise, c'est que s'il y a des idées intéressantes dans le monde universitaire, elles vont trouver leur chemin dans le monde, dans le domaine, dans le secteur privé, mais ça dépend évidemment de la structure de l'industrie. Donc, souvent, les transferts de connaissances se faisaient tout simplement par les étudiants qui quittaient un laboratoire à l'université, qui allaient travailler pour une entreprise et qui amenaient leurs connaissances de cette façon-là. Parce qu'évidemment, dans le domaine pharmaceutique ou dans le domaine des sciences de la santé, créer des spin-offs ou des nouvelles entreprises est beaucoup plus difficile que dans le domaine de l'électronique, par exemple. Donc, c'était... Voilà. Oui, je voulais vous poser une question parce que ça me paraît très important au moment en réaction avec ce que vous venez de dire. Comment expliquer une sorte de, peut-être une façon idéologique de certains partis politiques ou certains courants politiques qui critiquent ce lien entre l'université et le monde industriel ou la société civile, alors que les liens sont naturels puisque c'est simplement un lieu de recherche où éventuellement on peut trouver des explications, des solutions par rapport à des problèmes qu'on retrouve dans la société civile. Pourquoi expliquer qu'à chaque fois qu'il y a, je sais pas moi, une subvention d'une entreprise ou un partenariat, alors que bon, on pourrait voir ça positivement, on a l'impression que c'est la fin du monde et que c'est la fin de l'éducation. Comment voyez-vous ça? Bon, c'est que souvent, les gens qui décident de faire une carrière universitaire ont, pour une raison ou pour une autre, une certaine réticence à travailler dans le secteur privé, une certaine hostilité au profit. Et il y a bien des universitaires, je vais sans doute me faire taper sur les doigts si la citation sort ici, mais qui sont des enfants gâtés, qui s'attendent à avoir un montant d'argent important du gouvernement, des laboratoires à l'université, et ils s'imaginent qu'on doit les laisser tranquilles et qu'on ne doit pas vraiment s'attendre, qu'on doit les laisser poursuivre les connaissances abstraites et tout, sans vraiment leur demander de contribuer davantage au secteur privé. Alors que dans les faits, écoutez, la façon dont je regarde mes travaux, mais moi, évidemment,
c'est autre chose. J'essaie quand même de contribuer un peu à la diffusion des connaissances, dans la mesure où ce sont les contribuables qui me paient et moi qu'on me demande de contribuer en dehors de l'université. Ça n'a jamais vraiment été un problème. Pour ce qui est des gens qui s'imaginent que la corporatisation des universités va réorienter la recherche vers la poursuite du profit plutôt que, je ne sais pas, le bien-être collectif ou quelque notion abstraite. Écoutez, ultimement, la recherche est la recherche. Solutionner des problèmes, c'est solutionner des problèmes. Mais je pense qu'ultimement, c'est que bien des universitaires n'aiment pas vraiment qu'on leur demande des comptes compte tenu des sommes importantes qu'on leur donne. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu un problème avec ça. Parce qu'en fait, l'approche économique ou classique libérale considère que les entrepreneurs ont un rôle social à jouer et que, de fait, les universitaires ou les universités qui vivent soit avec l'argent public ou avec une partie du privé ont aussi un rôle social. Est-ce qu'on pourrait interpréter votre réflexion sur ce sujet comme, disons, l'expression d'une résistance à avoir un rôle social et à trouver normal, comme une sorte de mépris, à ne pas justement rendre compte aux gens qui, par leurs impôts, permettent d'avoir des fonds aux universités et donc aux travaux sur lesquels ils travaillent? Oui, c'est une partie du problème, mais en même temps, je crois qu'il y a souvent une méconception chez les universitaires des contributions que les entreprises vont attendre d'eux. Si vous regardez, par exemple, Pasteur, bon, la plupart des gens, je présume, ont entendu parler de ses travaux, bon, la théorie des germes et tout ça. Ce que peu de gens réalisent, c'est qu'une bonne partie de ses travaux, à l'époque, avaient été financés par l'industrie viticole française, qui essayait de comprendre des problèmes de base dans la fermentation des vins et ce genre de choses-là. Et évidemment, ce que l'industrie française attendait de quelqu'un comme Pasteur ou d'autres universitaires avec lesquels ils pouvaient collaborer, ce n'était pas nécessairement la résolution de problèmes qu'ils avaient sur le plancher des vaches ou dans leurs entreprises comme telles, mais vraiment de comprendre des problèmes plus fondamentaux, essayer de comprendre vraiment les principes de base des processus avec lesquels ils travaillaient à l'époque. Ce qui n'était pas toujours évident parce que souvent dans les entreprises, bon, vous expérimentez, vous avez un bon résultat, vous ne savez pas vraiment pourquoi les choses fonctionnent, mais ça fonctionne. Mais à un moment donné, lorsque plus l'industrie se développe, vous avez intérêt à essayer de comprendre vraiment ce qui sous-tend dans les procédés empiriques qui ont été développés. Et historiquement, plusieurs avancées, disons, en ce qu'on appellerait, disons, les sciences pures, ont été le résultat d'entreprises contactant des universitaires et leur disant, ben, pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui se passe vraiment dans mon procédé ici? Et bon, Pasteur, mais aussi les générations d'universitaires moins connues ont développé des connaissances fondamentales, des connaissances de base à partir d'un problème industriel. Donc, encore une fois, s'il y a des problèmes importants à résoudre, des problèmes intéressants, ben, les entreprises vont les financer. Le problème qu'on a, je crois, aujourd'hui, c'est que, bon, encore une fois, certaines personnes vont choisir une carrière universitaire parce qu'ils se disent, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les connaissances fondamentales, les connaissances pures, et je ne vais pas me souiller les mains à travailler avec les gens qui font la recherche du profit et polluent la planète. Et encore une fois, je base mon jugement sur quelques cas que j'ai rencontrés dans ma vie. Je ne devrais peut-être pas généraliser, mais je crois qu'effectivement, il y avait des liens plus forts dans le passé, souvent entre la recherche universitaire et le monde industriel, parce que les universités avaient moins d'argent. Depuis quelques décennies, les gouvernements ont investi beaucoup dans la recherche à ce niveau-là, et ça a développé, je crois, une certaine mentalité qui, chez certains universitaires, pas tous, là, il faut s'entendre, il y a plusieurs universitaires qui font des consultations dans le secteur privé ou qui travaillent comme consultants dans le secteur privé, ou encore une fois, ils amènent une perspective différente ou travaillent sur des problèmes un peu plus fondamentaux. Mais encore une fois, il y a plusieurs universitaires qui, bon, eux, s'intéressent à ce qu'ils considèrent comme étant des problèmes plus fondamentaux, qui ne veulent pas vraiment avoir, qui n'ont pas l'inclination, qui n'ont pas intérêt ou qui ont même un certain dédain vers le secteur privé et qui ne veulent pas vraiment se faire tirer, si vous voulez, dans cette direction. D'un autre côté, ce que je vous dirais là-dessus, c'est que oui, il y a eu des politiques dans le passé, notamment par le gouvernement fédéral canadien, pour essayer encore une fois, de pousser les recherches universitaires vers des trucs un peu plus appliqués. À ce niveau-là, je suis peut-être aussi un peu réticent, mais c'est parce que souvent les universitaires travaillent sur des sujets qui sont vraiment loin des préoccupations des entreprises. Donc, dans mon expérience, les professeurs d'université, les chercheurs universitaires font de très bons consultants,
mais souvent de piètres entrepreneurs. Mais le discours de la Silicon Valley, donc, s'attend souvent à ce que les entreprises, ce que les universitaires quittent leur laboratoire, lancent leur entreprise. Bon, moi, d'après mon expérience, ce que je vous dirais plutôt, non, les universitaires amènent une perspective différente et c'est peut-être en agissant comme consultant davantage que comme entrepreneur qui pourraient avoir une contribution. Je rebondis sur votre propos. Je rebondis sur votre propos parce que je trouve ça intéressant. On retrouve la même dichotomie, une façon historique, avec la place de la philosophie chez les Romains et la place de la praxie. Et je trouve qu'on retrouve cette ambivalence. Alors là, on va poursuivre sur votre expertise, sur la symbiose industrielle et les réseaux de recyclage interindustriel. Et là, c'est intéressant parce que vous nous apprenez qu'en fait, il y a naturellement, l'entreprise de marché a toujours naturellement développé une écologie de recyclage entre les entreprises. Alors on va aller un peu plus loin dans l'analyse. Pouvez-vous d'abord nous expliquer ce qu'est une symbiose industrielle? Vous dites que c'est un concept qui s'inscrit dans la perspective plus large de l'écologie industrielle. Oui, et mais vous voyez, c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, au milieu des années 90, le vocable, si vous voulez, était justement celui de la symbiose industrielle qui était, si vous voulez, bon, moi, ce qui m'a attiré sur ces questions-là, c'est que, bon, je travaillais avec des inventeurs et j'ai tout de suite compris, il suffit de parler quelques minutes à un inventeur pour comprendre que les individus créatifs au niveau technique sont allergiques aux déchets de toutes sortes. Ils essaient toujours d'améliorer les procédés, de trouver de nouvelles utilisations pour leurs déchets. Ils sont comme préprogrammés contre ça. Mais à l'époque, il y avait une perspective qui s'était développée aux États-Unis et en Europe, qui était connue sous le nom d'écologie industrielle. Et je crois que j'ai trouvé la source du problème, et peut-être on en parlera plus loin, mais ces gens-là étaient convaincus que dans le passé, les entreprises, encore une fois, parce que ces gens-là ne comprennent pas vraiment à la fois la créativité et les incitatifs du système des prix et des profits, ils s'imaginaient que les entreprises dans le passé n'avaient pas intérêt à justement agir de la façon dont je les ai décrites. Et bon, moi, je suis entré là un peu comme un chien dans un jeu de quilles et j'ai commencé à trouver toutes sortes de documents au 19e et au début du 20e siècle qui disaient exactement le contraire. Et j'ai donc publié plusieurs papiers là-dessus à partir du tournant des années 2000 jusqu'à vers peut-être 2010, où je crois que j'ai commencé à changer un peu le discours de l'écologie industrielle, qui est, si vous voulez, le principe général qu'on devrait boucler les déchets industriels. Donc, le déchet dans un secteur industriel devrait devenir un intrant dans un autre secteur industriel. Et la symbiose industrielle qui était ce phénomène-là, mais au niveau des villes, au niveau d'un système économique plus localisé. Mais entre-temps, le Parti communiste en Chine a développé en gros la même idée, mais eux, ils ont appelé ça l'économie circulaire. Et peut-être parce que les Chinois ont plus de ressources ou je ne sais pas quoi, le concept d'économie circulaire a supplanté celui d'écologie industrielle. Enfin, on parle de la même chose, mais le vocable maintenant, c'est davantage celui de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, vous avez toutes sortes d'entreprises, donc non seulement le Parti communiste chinois, mais le Forum économique mondial, l'Organisation mondiale du commerce, l'OCDE. Tous ces gens-là vous parlent de l'économie circulaire et vous disent qu'il n'y avait pas de recyclage dans le passé. Donc, j'ai eu un certain impact dans le petit groupe de chercheurs écologistes et industriels il y a une vingtaine d'années, mais il est démarqué toute une série de nouveaux chercheurs d'économie circulaire où, encore une fois, on nous dit que, bon, le développement capitaliste traditionnel envoie des déchets partout, les gens gaspillent, il n'y a pas de recyclage. Donc, il faut, sous le leadership, en Chine du Parti communiste ou ailleurs, je ne sais pas, du Forum économique mondial, développer une économie circulaire. Et vous avez des chercheurs partout dans le monde, incluant au Québec, qui reçoivent des millions de subventions pour faire la promotion de l'économie circulaire. Et alors, je crois que j'ai prouvé de façon convaincante que non, la seule chose que les gouvernements vont faire, c'est de laisser les entrepreneurs agir et de ne pas leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, plutôt que d'avoir à perdre du temps sur la paperasse gouvernementale, on devrait les laisser libres d'innover et d'essayer de trouver de nouveaux usages pour leurs déchets. Donc, ça a donné une deuxième vie à ma recherche, si vous voulez. Je recommence maintenant à publier les mêmes articles, mais dans le contexte de l'économie circulaire. Mais on va voir. Les gens d'écologie industrielle m'avaient laissé publier dans leur revue. On va voir si les gens qui travaillent sur l'économie circulaire vont tolérer, encore une fois, le chien dans le jeu de quilles ou le mouton noir que j'ai été dans le passé. C'est quand même intéressant parce que vous dites quand même que la symbiose industrielle se produit lorsque les déchets d'une entreprise deviennent la matière première d'une autre entreprise. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous constatez, mais vous analysez aussi cette interrelation
entre différentes industries. Vous parliez de l'imprimerie par rapport à enfin, vous voyez, c'est l'avantage que je crois que j'avais par rapport à ces gens-là, parce que la plupart des gens qui travaillaient sur l'écologie industrielle venaient soit de l'ingénierie, moi je parle du monde universitaire, là, pas de l'ingénierie appliquée, mais des facultés de génie dans les universités, des facultés de gestion où ils pensent beaucoup en termes de système, mais pas vraiment en termes de créativité humaine. Et, en règle générale, ils n'avaient aucune perspective historique. Je crois que l'avantage que j'avais, c'est qu'étant géographe économique de formation, ben, je m'intéressais depuis longtemps donc, aux liens entre différentes entreprises. Et ma contribution dans mon domaine, ça a été vraiment d'amener l'étude de la créativité humaine pour essayer de comprendre les milieux novateurs. Donc, des contributions qui venaient davantage de la psychologie. Et vu qu'il s'était écrit peu de choses sur la créativité technique, ben, j'ai lu beaucoup sur l'histoire des techniques. Et c'est là que j'ai commencé à observer, si vous voulez, cette espèce de pattern où justement le déchet d'une entreprise devient l'intrant d'une autre. Donc, un autre exemple que j'avais donné dans le passé, c'est lorsque le réseau ferroviaire a été développé aux États-Unis, vous avez eu une concentration des usines d'abattage, notamment à Chicago. Et au début, tout ce qui intéressait les gens qui travaillaient dans l'abattage, c'était la viande et le cuir. Le reste était un problème. Donc, ce que les gens faisaient souvent, bon, les entrepreneurs, c'est qu'ils allaient enterrer les autres parties de l'animal en dehors de la ville de Chicago. Mais ça n'a pas été long que les fabricants de colle se sont rendus compte qu'ils enterrent leurs produits. Donc, ce que j'ai lu, moi, au début, c'est qu'au début de l'industrie, les fabricants de colle allaient la nuit déterrer les déchets des usines d'abattage pour s'en servir comme intrant. Mais évidemment, après un court délai, il y a eu un lien direct entre les entreprises et des centaines de sous-produits ont été développés à partir des usines d'abattage de Chicago. Mais l'avantage que vous aviez à Chicago, vous n'aviez pas ailleurs, c'est que grâce au réseau ferroviaire, la quantité, si vous voulez, de déchets animaux, autres qu'encore une fois que la viande et le cuir, était énorme. Donc, vous aviez un incitatif d'un côté à neutraliser les déchets et d'un autre, ben, vous aviez beaucoup de matières premières qui, après quelques recherches, pouvaient être transformées en autre chose. Donc, encore une fois, l'évolution des transports, la concentration de l'activité économique a permis de créer des conditions qui n'existaient pas auparavant pour justement développer, dans ce cas-là, une symbiose industrielle à Chicago, mais éventuellement, bon, une économie, ce qu'on appellerait aujourd'hui une économie circulaire à grande échelle. Mais encore une fois, pour comprendre ces questions-là, ben, il ne faut pas partir d'un préjugé que, bon, le capitalisme est foncièrement mauvais, la recherche du profit amène le gaspillage. Et il faut changer fondamentalement nos façons de faire parce qu'elles ne sont pas durables. Si vous partez avec cette espèce d'esprit-là qui est vraiment typique aujourd'hui, non seulement, si vous voulez, dans les facultés de sociologie ou de philosophie, mais également de plus en plus dans les écoles de gestion, bien évidemment, c'est difficile de comprendre comment nos ancêtres auraient pu à la fois améliorer leur niveau de vie et réduire les problèmes environnementaux simultanément. Alors, vous abordez aussi un sujet important qui a été au cœur de la révolution industrielle au XIXe siècle. Dans l'imprimerie que je connais mieux, par exemple, Koenig et Bauer ont dû s'expatrier d'Allemagne vers l'Angleterre parce que c'était le seul pays, après avoir fait le tour de l'Europe, qui proposait des brevets. C'est la propriété intellectuelle. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec Marx, mon ancien invité, on parlait de la propriété tout court, c'est-à-dire l'importance pour agir sur l'environnement donc concernant l'océan, mais aussi l'espace. Là, vous vous intéressez, toujours dans ce cadre de lien entre l'entreprise et l'université, à la propriété intellectuelle. Alors, c'est quoi disons, pas la conclusion, mais disons le constat que vous avez fait sur ce plan-là? Est-ce qu'on est on n'est pas, disons, on a du retard, ou est-ce qu'il faudrait... Non, ce que je vous dirais, les choses ici sont un peu plus nuancées. J'avoue que je suis peut-être pas sur le même diapason que bien des chercheurs, disons, pro-marché ou des chercheurs libéraux. Ce que j'ai constaté notamment à l'Université Johns Hopkins, c'est que j'ai non seulement étudié des cas, des années 90 et début des années 2000 lorsque j'étais là, mais j'ai aussi fait une recherche historique sur ces questions-là. Et il s'est développé une idée à l'époque selon laquelle il fallait breveter la recherche universitaire, que ça aiderait à la mettre en marché. Mais c'est une lame à deux tranchants, vraiment, dans la mesure où, historiquement, les entreprises laissaient les universités libres de faire ce qu'elles voulaient, parce que, bon, l'idée étant que les chercheurs universitaires vont créer des connaissances, mais ils ne seront pas nos compétiteurs. Ce qui est arrivé dans le cas de Johns Hopkins en particulier, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai étudié ça, c'est que
Vous avez l'université, à un moment donné, a décidé d'être, enfin, pas seulement Hopkins, mais d'autres universités, ont décidé de devenir beaucoup plus agressives pour ce qui est de breveter des inventions. Et l'idée étant qu'encore une fois, bon, les entreprises obtiendraient, les universités obtiendraient à ce moment-là des revenus et les chercheurs auraient intérêt à devenir plus entrepreneurs. Sauf qu'évidemment, lorsque vous faites ça, ben, les entreprises sont beaucoup plus réticentes à collaborer avec vous parce qu'ils vous voient comme un compétiteur potentiel et un compétiteur subventionné en plus. Donc, la question de la propriété intellectuelle des entreprises, encore une fois, la question des brevets ou de la propriété intellectuelle dans le monde universitaire est relativement complexe, dans la mesure où, encore une fois, les universitaires ont des idées, vont les breveter. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont souvent loin du marché, ils sont loin de savoir vraiment quelle est la demande ou qu'est-ce qui se passe dans le domaine des entreprises, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. De l'autre côté, s'ils acquièrent des brevets, bon, ils vont développer des relations beaucoup plus hostiles avec certaines entreprises. Donc, une de mes conclusions à l'époque, et honnêtement, j'ai arrêté de travailler sur ces questions-là il y a 2 décennies, c'est que, encore une fois, les contributions des universitaires seraient davantage, selon moi, au niveau de la production d'étudiants, au niveau d'avoir des professeurs, comme étant consultants. Il y a très peu d'idées qui sont brevetées. Parmi les idées qui sont brevetées, il y en a très peu qui vont être profitables. Dans la mesure où on veut que les universités contribuent au développement économique, je crois que la meilleure façon qu'ils peuvent effectivement contribuer, c'est de former des étudiants, leur donner des connaissances générales, mais en même temps appliquées et valables, plutôt que d'essayer d'avoir des entrepreneurs, plutôt que d'essayer de transformer des universitaires en entrepreneurs. Enfin, ma conclusion, c'était un peu trop simpliste. On ne peut pas vraiment, si on est un chercheur universitaire, on ne peut pas vraiment s'asseoir sur la clôture. Soit on fait de la recherche et on est un consultant, ou sinon, on quitte l'université et on lance son entreprise. L'idée de la propriété intellectuelle dans le monde universitaire à l'époque, selon moi, me semblait être proche de gens qui disaient que les universitaires devraient s'asseoir sur la clôture, alors que dans les faits, ben, il y a 24 heures dans une journée, il y a toutes sortes de considérations qui entrent en ligne de compte. Et oui, j'ai rien contre le fait qu'une université crée des entreprises, mais je crois que les universitaires à ce moment-là devraient quitter leur position de professeur et vraiment se lancer en affaires. Mais bon, encore une fois, je suis 20 ans passé date là-dessus. Très intéressant votre propos. Alors, quelque chose de très actuel et puis très contemporain, on va voir que vous êtes toujours dans le cours, on va dire, c'est l'énergie et les questions environnementales. Ça, c'est clair. Alors, vous dites que vous avez écrit sur la manière dont les incitations et les institutions du marché ont historiquement favorisé ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. On n'arrête pas d'en parler, donc vous étiez aussi pionnier dans ce domaine-là. Oui, mais ce que j'ai... Oui. Oui, bah, je voulais juste finir parce que vous faites une différence entre les idées prométhéennes ou anti-malthusiennes. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce que vous voulez dire par là? Oui, bon, enfin, oui, encore une fois, pourquoi je suis devenu géographe, je m'intéresse à trop de choses. Un truc qui m'a beaucoup fasciné dans le passé, enfin, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était le pari entre Julian Simon et Paul Ehrlich. Je ne sais pas jusqu'à quel point vos auditeurs sont familiers avec ça, mais Simon était cet économiste optimiste qui disait qu'ultimement, la seule véritable ressource, c'est le cerveau humain, que les ressources n'existent pas en tant que telles. Oui, il y a plusieurs choses autour de nous dans la nature, mais elles deviennent des ressources elles ne deviennent des ressources que lorsqu'elles sont transformées par le travail et les idées des êtres humains. Donc, on ne manquera jamais vraiment de ressources tant qu'on aura des idées et qu'on aura un système de marché qui incite les gens à créer de nouvelles choses. Bon, par exemple, un des pires trucs qui pouvaient vous arriver aux États-Unis, disons en 1820, si vous aviez une ferme dans le Midwest, c'était de trouver du pétrole dans votre champ. Parce qu'évidemment, le pétrole est un puissant laxatif et si vos vaches commencent à boire du pétrole, bien évidemment, ça ne les affectera pas d'une façon très positive. Mais à l'époque, qu'est-ce qui se passe? Ben, la meilleure huile pour créer de la lumière et l'huile de baleine, notamment bon, des cachalots. Pourquoi? Parce que ça vous donne la lumière la plus brillante, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur, donc c'est pour ça qu'on a toute une industrie de la chasse à la baleine qui se développe au 19e siècle, mais évidemment, à un moment donné, vous avez un problème des biens communaux, je ne suis pas sûr que je vais entrer là-dedans, mais en gros, il y a trop de chasseurs, les baleines n'appartiennent à personne, le prix de l'huile de baleine monte,
Et donc, vous avez un incitatif à partir de ce moment-là à trouver des substituts pour l'huile de baleine. Et un de ces substituts-là, ça va être le kérosène qu'on peut extraire à partir du pétrole. Il y a d'autres choses avant, là, mais le pétrole se trouve être la meilleure source de kérosène. Donc, ce qui était un problème, si vous voulez, dans votre champ, le pétrole devient rapidement une source de profit, une source de création de richesse. Et bon, moi, ce qui m'a intéressé, encore une fois, c'est venant d'une perspective où ce qui m'intéresse vraiment, c'est la créativité humaine et l'ordre spontané dans l'économie de marché. Je me suis mis à documenter, si vous voulez, les prédécesseurs de Julian Simon. Et il y a toujours eu un intérêt chez les historiens de la pensée environnementale à mettre l'emphase sur les catastrophistes. Bon, Malthus ou Paul Ehrlich qui nous disent que, dans le fond, les humains sont comme une plaie de sauterelle, si vous voulez. On consomme, on détruit, et on ne crée rien. Alors que dans les faits, ce que j'essaie de documenter, c'est que les êtres humains vraiment ressortent du monde animal, du règne animal ou du monde animal, dans la mesure où on a développé certains attributs qui nous sont vraiment uniques. Bon, encore une fois, la créativité, notre capacité de voir des problèmes et de recombiner des choses pour essayer de résoudre des problèmes. Il n'y a aucune autre espèce animale qui le fait, ou enfin, qui le fait aussi souvent et aussi spontanément que nous. Donc, vous pourriez dire qu'un castor crée un barrage en combinant de la boue, des roches et du bois. Oui, c'est vrai, mais ce sont les seules choses que les castors vont combiner ou vont recombiner. Les êtres humains, dans le fond, plus on invente, plus on peut inventer, parce que plus on invente de nouvelles choses, plus on peut créer de nouvelles combinaisons. Donc, c'est un truc qui m'intéressait. Puis en même temps, les humains sont les seuls animaux qui pratiquent le commerce. Donc, on échange des biens physiquement, non seulement localement, mais sur de longues distances. Les seules autres formes, si vous voulez, de commerce que vous voyez dans la nature, ce sont souvent des échanges de services. Donc, on va échanger, chez certaines espèces animales, de la viande contre des faveurs sexuelles. Ce sont des choses, règle générale, on n'échange jamais, si vous voulez, ultimement, deux formes de biens physiques. Donc, ce que j'essaie de documenter, c'est qu'évidemment, je n'ai pas été le seul à avoir cette idée-là. Il y a toutes sortes de gens qui avaient un discours tout à fait créateur, pro-humain, pro-industrie, pro-créativité au 19e siècle, à la fois chez les libéraux et à la fois chez les gens de gauche, notamment les marxistes. Mais au fil du temps, la gauche a progressivement délaissé cette vision du monde-là. Et depuis les années 60, ils sont devenus vraiment réactionnaires et on nous maintenant fait la promotion de la décroissance et on refuse de reconnaître tout ce que nos ancêtres ont accompli comme avancée, et on refuse d'admettre qu'on peut à la fois améliorer notre niveau de vie et réduire notre impact sur l'environnement. Et moi, un truc qui m'a intéressé à ce niveau-là, outre l'écologie industrielle, les boucles industrielles ou l'économie circulaire, qui expliquent comment vous pouvez à la fois avoir plus de richesse et moins de pollution, ça a été tout le processus, si vous voulez, de remplacer des ressources qui étaient produites sur la surface de la Terre, comme je vous mentionnais tantôt l'huile de baleine, par des ressources qui viennent du sous-sol. Donc, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, la potasse, le sable, toutes sortes de choses. Les humains ont réussi à non seulement devenir beaucoup plus nombreux et beaucoup plus riches, mais on a une planète qui est beaucoup plus verte dans toutes les économies développées aujourd'hui, mais également en Chine, en Inde et ailleurs, justement parce qu'on a remplacé les ressources qui étaient produites sur la surface de la planète, bon, le coton, la laine, l'huile de baleine, le bois, par des trucs qui viennent du sous-sol, le fer, l'acier, le charbon, les plastiques notamment. C'est drôle parce que ce matin, je viens de finir un petit article qui explique comment les plastiques, dans le fond, sont tout à fait bénéfiques pour l'environnement dans la mesure où les déchets sont bien gérés. Parce que si vous faites disparaître les plastiques, bien, vous revenez au sac de papier et toutes les études correctes sur la question vous prouvent que les sacs de papier requièrent beaucoup plus d'énergie, sont moins pratiques, etc., que les sacs de plastique. Donc, j'essaie encore une fois et c'était des idées qui étaient bien comprises au 19e siècle, au début du 20e siècle, qui ont été oubliées depuis. Donc, j'essaie encore une fois de les ressusciter, d'expliquer comment on peut... qu'est-ce que les auteurs qui favorisent la décroissance ne comprennent pas? En gros, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'économie circulaire est un phénomène spontané et remplacer des ressources qui viennent de la surface par des ressources qui viennent du sous-sol nous permettent à la fois d'améliorer notre niveau de vie et de réduire notre impact sur l'environnement.
Enfin, c'est beaucoup d'idées, mais c'est ça. C'est un de mes projets sur lequel je travaille. Justement, je dis que vous avez quand même publié 2 livres dans ce domaine-là, donc avec Johanna Surmak en 2018, Population Bomber, Exploding the Link Between Overpopulation and Climate Change, donc chez Global Warming Policy Foundation. Est-ce que vous avez une version française ou c'est seulement en anglais? Non, c'est seulement en anglais. Si vous êtes intéressé à les traduire, je suis sûr qu'ils seraient intéressés. Alors, il y a aussi Silent Spring at 15, The Files Crisis. At 50, à 50, pas à 15. Voilà, ouais, c'est ça. Mais Cato Institute, c'est très connu. Cato Institute, très connu. Oui, mais je ne sais pas si je devrais le dire, c'est qu'à l'époque, moi et mes collègues cherchions un éditeur universitaire un peu plus mainstream, disons, parce que, Silent Spring est probablement l'ouvrage le plus influent dans la mouvance environnementale aux États-Unis. Dans le fond, c'est un plaidoyer contre les pesticides qui, laisse beaucoup de choses de côté. On voulait, à l'époque, mes collaborateurs et moi voulions le remettre en perspective pour le 50e anniversaire. Et évidemment, on a approché des éditeurs universitaires, mais écoutez, s'attaquer à Rachel Carson ou la Vierge Marie, c'est pas très populaire. Donc, finalement, l'Institut Cato est venu à la rescousse, mais l'idée au début, c'était d'essayer de trouver un éditeur un peu plus mainstream, si vous me pardonnerez l'anglicisme. Mais heureusement, l'Institut Cato est venu à la rescousse, oui. Alors pour finir, parce que on pourrait en parler pas mal de temps, vous avez quand même publié plusieurs ouvrages, beaucoup d'articles, etc., que j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir sur vos sites et vos plateformes. On va finir par les thèmes importants qui sont aussi là aussi au cœur de notre révolution numérique ou la civilisation du numérique qui s'installe vis-à-vis de ce que j'appelle la civilisation de l'imprimé, c'est les études urbaines, la politique du logement, puis aussi la dimension alimentaire. Et ça, c'est avec l'augmentation des prix, on est tous pris, même des gens qui travaillent ont des difficultés à joindre les deux bouts. Alors, vous dites que vous avez fait aussi une réflexion sur les transports et le logement. Donc, parlez-nous un peu de ça et parce que là, on est au cœur de la géographie aussi. Ah oui, tout à fait. Règle générale, la géographie économique s'intéresse davantage, si vous voulez, aux entreprises. Il y a des géographes urbains qui vont s'intéresser davantage aux questions de logement. Mais évidemment, moi, ma perspective diffère de celle de la plupart de mes collègues dans la mesure où je crois au libre marché et la principale raison, selon moi, pour l'explosion des prix en Amérique du Nord et ailleurs, c'est évidemment les contraintes au développement. Donc, vous avez une population qui augmente rapidement dans certains milieux urbains. À Toronto, ici, on reçoit presque la majorité des immigrants au Canada, mais on a une ceinture verte autour de la ville, on a toutes sortes de législations qui empêchent, si vous voulez, la densification de certains milieux urbains. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un problème. Et malheureusement, mes étudiants ici à Toronto sont passablement déprimés parce que, à moins que vos parents vous laissent une certaine fortune personnelle, l'idée d'avoir accès à la propriété à Toronto est devenue vraiment difficile. De l'autre côté, vous comparez Toronto à des villes qui sont comparables au niveau non seulement du nombre, mais de la croissance rapide, comme notamment Houston et Dallas au Texas. Et vous voyez que les maisons là-bas sont peut-être le tiers ou la moitié du prix. Pourquoi? Parce que là-bas, on laisse les gens construire, tandis qu'ici à Toronto, on a toutes sortes d'entraves à la création du logement. Donc, si vous croyez à l'offre et la demande, comprendre la situation ici, essayer d'aider les jeunes à accéder à la propriété, dans le fond, c'est pas très compliqué. Mais l'idée, c'est que le problème, c'est que vous avez encore une fois plusieurs activistes qui vous disent que non, si on fait ça, on produira plus ça va être difficile de produire de la nourriture localement, donc ça va être moins durable. Et il y a toute une panoplie d'idées qui est rattachée à cette notion d'empêcher la construction résidentielle dans un milieu comme le sud de l'Ontario, qui, selon moi, ne tiennent pas la route. Et c'est pour ça, notamment, entre autres, que j'ai commencé à écrire sur les mythes de l'achat local et ce que j'essaie d'expliquer, dans un livre un peu plus populaire et dans certains trucs. Dilemme. Oui, le dilemme du locavore. Et ce que j'essaie de démontrer, à la fois dans certains trucs plus populaires, mais également dans des trucs un peu plus poussés que j'ai écrits pour l'Institut Fraser, c'est que vous avez, écoutez, plus vous avez de commerce international historiquement, plus le prix des aliments devient abordable.
et plus vous êtes sécuritaire aussi au niveau de votre approvisionnement. Un des problèmes des partisans de l'achat local, c'est qu'ils veulent qu'on mette tous nos œufs de sécurité alimentaire dans le même panier régional. Et historiquement, ça a toujours été une recette qui vous amène au désastre. Donc, ici à Toronto, on nous dit, il faut continuer de produire de la bouffe localement. Le problème que vous avez à Toronto, c'est qu'est-ce qui est rentable de produire autour de la ville notamment? C'est surtout des céréales et souvent des fourrages c'est souvent des aliments pour le bétail. Donc, si vous regardez autour de la ville de Toronto, il se produit beaucoup de soja, il se produit beaucoup de maïs, il se produit beaucoup d'avoine. Il se produit aussi du blé pour la consommation humaine. Évidemment, les gens font des rotations, mais c'est vraiment ce qui est profitable autour de Toronto. Mais évidemment, vous pouvez importer des aliments pour le bétail de plusieurs autres régions, de l'Iowa, la Saskatchewan et tout ça. Et je crois que le meilleur usage qu'on pourrait faire des terres autour de Toronto, ce serait de construire davantage de logements, toutes sortes de logements, que ce soit des tours à condos, des maisons individuelles, etc., pour adresser la question de la crise du logement dans la ville. Mais encore une fois, vous avez des gens qui, je crois que le développement durable implique qu'on produise davantage localement, qui vont s'opposer à ça. Et donc, des choses que j'essaie de contribuer, c'est justement de m'attaquer au mythe de l'achat local et d'expliquer parallèlement que si vous voulez que mes étudiants puissent avoir accès à la propriété et désirent demeurer en Ontario, parce qu'un grand nombre d'entre eux veulent déménager au Tennessee, en Floride ou au Texas, c'est de rendre la propriété plus abordable. Mais si vous croyez à l'offre et la demande, il n'y a pas 36 solutions, il faut construire davantage. Voilà. Alors, effectivement, vous étiez assez, vous aviez eu un effet médiatique important lorsqu'on parlait de politique alimentaire. Est-ce que vous travaillez sur des sujets, quelles sont, pour conclure, vos orientations actuelles de recherche et de publication? J'en ai déjà mentionné plusieurs. J'aime aussi également travailler sur des petits sujets qui ont, selon moi, une assez grande valeur pédagogique. Donc, un truc qui est peut-être passé sous le radar au Québec et dans le monde francophone, peut-être pas en France parce que ça commence. Il y a plusieurs environnementalistes maintenant qui font la promotion du retour à la navigation à la voile pour combattre les changements climatiques. Et moi, ce que j'ai ramassé beaucoup de documentation sur le sujet pour expliquer justement pourquoi on est passé de la navigation à la voile à la navigation au charbon et ensuite la navigation au mazout, etc. Et encore une fois, ce n'est pas un sujet. Je pense que la plupart des gens, évidemment, la navigation à la voile n'ira jamais nulle part. C'est disparu pour toutes sortes de raisons. Parce que, vous étiez limité par les courants marins et tout ça. Et puis, construire un navire en bois, vous pouvez avoir seulement une certaine dimension. Et avec les chaînes d'approvisionnement qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment des gros navires containers dont vous pouvez planifier l'arrivée pour que le système fonctionne. Mais vous voyez, c'est le genre de petit sujet qui m'intéresse dans la mesure où on peut expliquer des concepts de base à un auditoire un peu plus large, parce que ce que j'ai découvert, c'est que les gens s'intéressent à ça. Je travaille également sur l'histoire des voitures électriques. Encore une fois, la voiture électrique, ça existe depuis 150 ans. Pourquoi est-ce que ça n'a jamais décollé? J'ai travaillé également un peu sur l'éolien, le solaire. Mais encore une fois, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont un bagage plus technique que le mien, qui travaillent sur des problématiques actuelles. Ce que j'essaie de faire, en règle générale, c'est de déterrer des antécédents historiques qui expliquent pourquoi ces transitions-là ont eu lieu au milieu du 19e et au tournant du 20e siècle. Et il y a très peu d'universitaires qui s'intéressent à ces choses-là. Donc, c'est un peu ma niche, si vous voulez. Je vous ai envoyé ma thèse sur Marinoni, le fondateur de la presse moderne, parce qu'il a organisé en 1895, effectivement, la première course automobile au niveau historique, Paris-Rouen. Et il y avait des voitures électriques, des voitures à pétrole, des voitures... Effectivement, vous avez tout à fait... Et en plus, il a utilisé le solaire pour faire fonctionner une machine à l'époque. C'était déjà très... Non, vous avez tout à fait raison. Mais il y a eu des lobbies peut-être pour limiter au pétrole, par exemple. Pour ce qui est limiter du pétrole, écoutez, à l'époque, vous aviez la voiture électrique, vous aviez la voiture à essence, vous aviez la voiture au propane, le External Combustion Engine. Je m'excuse, je fais mes recherches là-dessus en anglais. Je ne suis pas nécessairement fait des trucs français. Mais écoutez, encore une fois, il n'y a pas de solution parfaite sur cette planète. Il y a que des compromis. Et au niveau des compromis, la voiture à essence était de loin la moins problématique parce que, la voiture électrique, ça a toujours été le même problème. Elles étaient beaucoup plus chères, elles n'allaient pas très loin, ne fonctionnaient pas vraiment l'hiver.
la batterie s'épuisait rapidement si vous ajoutiez du poids sur le véhicule. Donc, les problèmes de base n'ont pas changé. La seule différence qu'on a aujourd'hui par rapport à, disons, il y a un siècle et demi, c'est que les voitures électriques aujourd'hui sont beaucoup plus subventionnées et on est suffisamment riche pour que des gens puissent investir dans une voiture électrique pour montrer leur vertu environnementale, selon moi. Mais bon, ça me ferait plaisir de consulter votre thèse. En fait, ça m'aiderait aussi dans le cas de mes recherches. Mais bon, c'est le genre de truc, encore une fois, quand je vous dis ma niche, c'est de remonter dans le passé et de voir si les problèmes qui expliquent une certaine trajectoire technologique il y a un siècle et demi, expliquent encore aujourd'hui pourquoi, malgré des subventions importantes à l'éolien, à la voiture électrique, au solaire, la portion de ces énergies-là demeure toute petite et sans subvention, disparaîtrait à peu près complètement. Donc, voilà. Qui s'imposait à moi, c'est-à-dire qu'on reproche à l'État de trop intervenir dans l'économie alors que ce n'est pas son mandat. Et comme disait Bastia, le rôle d'un État, c'est de garantir les libertés et non pas de les gérer. Est-ce que justement, toutes ces industries, disons, pour essayer de remplacer le pétrole ou l'analogique vers le numérique, est-ce que ce n'est pas aléatoire et surtout artificiel? Parce que oui, selon moi, c'est complètement artificiel. Et le problème, c'est que si vous... bon, je ne veux pas entrer dans le domaine des changements climatiques. Vous avez Reynald Berger, vous avez des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, mais selon moi, si vous voulez une solution prouvée au changement climatique, enfin, au problème des émissions de gaz à effet de serre, si vous considérez ça un problème, c'est le nucléaire, c'est prouvé, ça fonctionne. Vous pouvez soutenir une économie moderne avec une centrale nucléaire. Bon, est-ce que c'est trop cher? Ou est-ce que, bon, et si c'est trop cher, est-ce que c'est à cause d'interventions gouvernementales ou est-ce qu'il y a des problèmes plus fondamentaux? Je laisse ça à d'autres, mais je n'ai pas besoin de vous dire que la plupart des environnementalistes sont entièrement opposés au nucléaire. Pourquoi? Écoutez, si vraiment vous croyez que les changements climatiques sont le pire problème qui nous guette, et s'il faut vraiment réduire nos gaz à effet de serre, je ne veux pas entrer dans les détails, mais le solaire et l'éolien ne règlent à peu près rien. Vous avez une solution prouvée, c'est le nucléaire, et ces gens-là s'y opposent. Donc, à un moment donné, vous avez raison, on n'y croit pas. Mais là, par exemple, on a une situation quand même historique. EDF était bénéficiaire pendant des années et fournissait à l'Europe l'électricité. Et là, ils viennent de déclarer une perte de 5 milliards de dollars. Ils sont déficitaires et ils ont dû réduire, alors que c'était autour de 70%, l'énergie nucléaire et même arrêter pratiquement la moitié du parc nucléaire français qui était devenu indépendant et autonome du point de vue de l'énergie. C'était un très bon exemple, vous avez bien fait d'en parler. Écoutez, je vous remercie beaucoup, ça a été passionnant, mais je reviendrai vers vous quand on aura des sujets qui correspondent à votre expertise, mais je vois qu'elle est transversale et en même temps, c'est ça la géographie, c'est que vous vous intéressez aux êtres humains et à cette dimension de lien entre les gens. Alors, je vous laisse le mot de la conclusion. Est-ce que vous croyez que l'environnement, s'il y a une dérive idéologique, peut être un problème justement pour notre développement à partir du moment où on va se cacher derrière des justifications idéologiques qui n'ont rien à voir avec la réalité de la planète, quoi. Voilà, ce que je vous dirais, c'est qu'écoutez, la planète, elle est là. Aujourd'hui, on est presque 8 milliards d'êtres humains. Lorsqu'on a commencé à développer les combustibles fossiles il y a 2 siècles, il y avait à peu près 1 milliard d'êtres humains sur la planète. Donc, on a multiplié la population par 8. Évidemment, la quantité de sol disponible n'augmente pas. La quantité de ressources sur la surface de la planète n'augmente pas. Avant de vouloir démanteler l'économie de marché sous prétexte que l'économie de marché nuit à l'environnement, ne devrait-on pas essayer de comprendre pourquoi certaines technologies ont été développées dans le passé et essayer de voir si justement peut-être qu'elles avaient des bénéfices environnementaux, même si ce n'était pas à l'origine l'objectif recherché par les gens qui ont développé le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Écoutez, je pense que les gens peuvent comprendre intuitivement que le charbon a sauvé les forêts, parce qu'avant le charbon, les gens brûlaient du bois. À l'époque, avant qu'on développe le charbon à grande échelle, vraiment, il y avait 1 milliard d'êtres humains. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Il y a 2 siècles, vous aviez des moulins à vent partout en Europe. Ils sont disparus pour des raisons bien terre à terre. Pourquoi veut-on les ramener aujourd'hui? Est-ce que le fait que ces genres d'initiatives-là ne survivraient pas sans soutien gouvernemental n'illustre pas le fait que,
Encore une fois, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a que des compromis, mais les problèmes sont importants dans ce domaine-là. Donc, si on essaie d'éliminer les solutions aux problèmes passés, comme par exemple les hydrocarbures, ne va-t-on pas recréer les problèmes que ces technologies-là ont résolus dans le passé? Donc, encore une fois, ce serait bien de comprendre la réalité historique et certains autres domaines, comme certaines autres questions, comme par exemple l'impact du profit, avant de vouloir chambouler notre économie de marché au nom de la protection de l'environnement. Bien, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec Pierre Desrochers, professeur à l'Université de Toronto, département de géographie, de géomatique et d'environnement, un expert reconnu. Je n'ai pas cité toutes les récompenses et les honneurs qu'il a reçus, mais on pourra dire qu'il a été lauréat et finaliste de beaucoup de bourses. Donc c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez aller consulter sur ses pages ou ses plateformes, ses écrits. Donc je vous invite à bien sûr consulter et éventuellement lui envoyer des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup Pierre. Merci Eric. Et à une prochaine fois. Merci. Voilà, merci, au revoir. Merci messieurs, dames, et à une prochaine fois.